سكن بين الغرف جميل. Bonjour et bienvenue dans ce troisième numéro de Méditerranée, où nous retrouverons nos chroniques habituelles, ainsi qu'une invitation à fréquenter les jours de l'écume, vous verrez, c'est très sympathique. Et nous aurons également une interview de M. Pierre Vallot, qui est historien et qui est un spécialiste de la Méditerranée. Amiral, une question inattendue revient souvent dans les discussions. Il serait question de la responsabilité des États-Unis dans la montée de Daesh. Qu'en pensez-vous ? Je pense que d'attribuer aux États-Unis la totalité de la responsabilité de l'émergence de Daesh est un propos totalement manichéen. Les Américains ne sont pas seuls responsables de l'émergence de Daesh. En revanche, on doit souligner que Daesh est né en grande partie d'erreurs faites par les Américains dans leur grande aventure en Irak. Les Américains sont arrivés en Irak, gagné une bataille, et en gagnant cette bataille, ils ont totalement éliminé la direction de l'Irak, les baasistes, et plus particulièrement, ils ont détruit l'armée irakienne. Ils ont détruit l'armée irakienne et ils ont de facto, dans la foulée, marginalisé les sunnites pour donner la place aux chiites. Du coup, ils ont créé beaucoup de colère, beaucoup d'esprit de revanche chez les sunnites. Et il s'est trouvé qu'un colonel sunnite irakien, al-Baghdadi, a pris la tête d'un mouvement qui avait pour objet à la fois de nuire à l'Irak, et nuire à l'Irak parce que nuire aux chiites, et puis finalement, puisque ça marchait bien, d'étendre le phénomène à l'ensemble des pays de la région, et plus particulièrement à la Syrie. C'est ça, Daesh. Donc Daesh n'est pas le fait seulement des Américains, bien évidemment, mais les Américains portent une lourde responsabilité dans la maladresse qu'ils ont eue à gérer le lendemain de leur succès militaire en Irak, en éliminant complètement, dans un pays qui comprenait des sunnites et des chiites, en éliminant complètement de la direction les sunnites, en laissant la place totalement aux chiites, et en créant dans des milieux, des structures qui avaient à la fois des moyens, des armes, une formation de qualité, je parle des militaires baasistes, en les éliminant et en faisant de ces gens-là des acteurs d'un jeu terroriste contre eux. Voilà ce qu'on peut dire de ce rapport entre Daesh et les États-Unis. Amiral, merci. Pierre Vallot, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. On voudrait vous poser une question que se posent beaucoup de Français et d'Européens. Faut-il avoir peur des réfugiés qui affluent en masse, il faut bien le dire, sur nos côtes? La question d'avoir tort ou raison d'avoir peur, je ne sais pas si c'est une question tout à fait pertinente, parce que c'est une question de tort ou de raison. Objectivement, un certain nombre de gens manifestent, sinon de la peur, en tout cas de la crainte, parce qu'il y a un certain nombre de gens qui viennent d'au-delà des mers, en l'occurrence de la Méditerranée, et que ces gens viennent dans des conditions qui sont extrêmement difficiles. En réalité, on peut avoir peur de phénomènes qui sont totalement inconnus. Or, ça fait déjà des années que ce que l'on appelle, avec un terme qui est un terme de démographe, les migrants, c'est les flux migratoires, et qui en réalité sont des réfugiés. Moi, je préfère pour ma part utiliser le mot d'exil, des exilés, parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fort dans ce terme-là, et ça devrait éveiller la mémoire des Européens, qui ont quand même au XIXe siècle envoyé 55 millions d'entre eux au-delà des mers, qui ont été pour la plupart des exilés. Donc qu'on soit craintif par rapport à un mouvement qui n'est pas maîtrisé, après tout ça peut se justifier. Mais ce qui n'est pas justifiable, c'est qu'on considère que ces personnages, parce qu'ils sont précisément des réfugiés, sont des gens qui sont dangereux. On a entendu d'ailleurs comme argument ces derniers temps que les Syriens qui arrivent en ce moment en Europe sont des gens qui ont fait des études, ce sont des gens qui ont été
qui ont payé assez cher, etc. Et donc finalement, ils seraient moins dangereux que si c'était de pauvres airs qui ont systématiquement cherché à partir. Or, en réalité, il n'y a pas de différence à faire entre les vies humaines. Et moi, je pense, pour ma part, qu'il n'y a pas de crainte particulière à avoir, parce que ce mouvement-là, c'est un mouvement de gens qui, de toute façon, n'ont pas le choix, et c'est à nous de régler ce problème de l'absorption de ces migrants qui cherchent l'Eldorado. Quand vous dites nous, c'est les États ou les citoyens? À la fois les États et à la fois les citoyens, bien sûr. Ce n'est pas seulement les États qui doivent régler ce genre de problème, parce que ce sont les citoyens qui ont aussi à assumer cette charge, en se disant qu'après tout, ils pourraient se retrouver exactement dans la même situation à d'autres moments. Ce qui a été le cas en Europe il n'y a pas si longtemps que ça. Monsieur Vallot, merci. On vous en parlait, ben voilà, on vous invite pour très bientôt à une fête qui s'appelle les Jours de l'écume. Vous allez voir de quoi il s'agit. Cette manifestation très méditerranéenne qui s'intitule Les Jours de l'écume va se dérouler très prochainement au Lavandou du 24 au 27 septembre. Et le programme est copieux avec des sorties à la découverte de baleines, de dauphins, des sorties naturalistes, une initiation à la voile, des démonstrations de chiens de sauveteurs, des expositions, des films et même un très grand concert du groupe Sensemilia. On ne peut pas vous quitter sans vous dire que ces journées sont organisées par les Souffleurs d'écume. Les Souffleurs d'écume, c'est une association qui est née voilà 15 ans et qui, depuis, s'inscrit dans une dynamique de concertation avec les activités humaines. Ces travaux visent à réduire les risques de collision entre navires et grands cétacés, et il faut savoir que c'est la première cause de mortalité des rorquals communs et des cachalots. Elle a même co-développé l'association un système informatique qui, installé à bord des navires de commerce, permet de diminuer les risques de collision. Mais ça, on vous en parlera dans une prochaine chronique. En attendant, bonne fête pour ces jours de l'écume, dont vous trouverez le programme en allant cliquer sur le site qui s'inscrit en bas de votre écran. Marcel Barbero, récemment, pour nous expliquer le climat méditerranéen, vous nous avez entraînés jusque dans le Sahara. C'est un peu étrange. Bien, j'ai pris le Sahara parce que c'est l'exemple le plus remarquable des climats méditerranéens les plus stressés, puisqu'il pleut au Sahara autour de 100 mm d'eau, et quand on regarde globalement les zones méditerranéennes, on part de 100 mm d'eau dans le Sahara pour aller à plus de 2 mètres d'eau dans certaines régions du Rif, par exemple, ou dans certaines régions de la montagne des Alpes-Maritimes. Donc, si vous voulez, ces fluctuations de précipitations accompagnées de variations thermiques vont déterminer tout le tapis végétal et toute la faune associée et constituer de grands milieux caractéristiques des climats méditerranéens. Et donc, à partir de ces études, détaillées par des relevés que l'on fait sur le terrain des espèces que l'on suit au niveau de leur population, on arrive à avoir des indications précises sur le fonctionnement des écosystèmes. Ce qui permet, comme je vous l'ai dit dans une précédente émission, de dire que lorsque le Sahara progresse vers le nord d'une vingtaine de kilomètres, on a un remplacement des espèces méditerranéennes par des espèces sahariennes. Mais par exemple, lorsqu'on parle de désertification, on peut avoir des incendies répétés dans une région, comme on les a dans notre région méditerranéenne française ou dans la partie insulaire qu'est la Corse. Ces incendies répétés ramènent le compteur biologique à 0, mais les espèces qui vont apparaître dans ce que l'on appelle les successions végétales vont constituer des écosystèmes qui seront les mêmes que ceux qui existaient avant. Donc on va passer d'une zone désertifiée vers une zone reforestée.
la pinède brûle, le pin d'Alep brûle très bien chez nous, eh bien, on retrouvera 40 ans après, sur les mêmes parcelles, du pin d'Alep, ce qui veut dire que là, c'est de la désertification, mais ce n'est pas un changement climatique qui génère cette désertification. Donc, les climats influent sur la faune et la flore et vont être des indicateurs à un lieu, des caractéristiques de ces grands milieux méditerranéens qui font par leur hétérogénéité la spécificité et l'originalité de la Méditerranée. Marcel Barbero, merci, à la semaine prochaine. Et pour terminer, comme d'habitude, un petit morceau de musique avec cette fois-ci, essayez de reconnaître. Oui, il s'agit de l'Orchestre National de Norvège qui nous parle, comme bien entendu, de la Méditerranée. Allez, bonne semaine, à la semaine prochaine, au revoir. Méditerranée, je t'ai médité, maudité, mère de mes aînés, je t'ai médité, maudité, Méditerranée, je t'ai médité, maudité, mon terrain d'été.